Donc Voilà. je vais revenir du coup sur des considérations plus juridiques, puisqu'on m'a demandé de parler de la voix de l'enfant dans les enlèvements d'enfants. Et donc en fait, ce que j'ai essayé de distinguer, c'est la voix de l'enfant aussi bien sur les procédures d'enlèvement que justement au niveau de l'exécution forcée des décisions. Donc déjà revenir, parce que je pense que ce matin, personne n'a rappelé quelles étaient les conditions juridiques pour qu'en droit français, l'enfant soit entendu. Et donc, comme on m'a demandé d'insister sur cette question, revenir sur les critères de l'audition de l'enfant, que peut-être que certains connaissent déjà, mais que je rappelle pour tout le monde. Et il faut savoir qu'en droit français, l'enfant ne sera pas entendu de la même façon, selon si l'audition de l'enfant est demandée par l'enfant lui-même ou s'il est demandé par les parents. Puisque la règle, c'est que si l'enfant demande à être entendu, le juge doit impérativement l'entendre, sauf s'il considère que son discernement n'est pas suffisant. Et je reviendrai plus tard sur les conditions d'âge et à partir de quand, en général, les JAF considèrent qu'il n'y a pas suffisamment de discernement. Sachant que la Cour de cassation a rappelé qu'en principe, l'âge de l'enfant lui-même ne peut pas être la seule condition pour cette question de discernement. C'est-à-dire qu'un JAF ne peut pas simplement dire « l'enfant est trop jeune, donc je ne peux pas l'entendre ». Il faut qu'il regarde le dossier dans sa globalité avant de pouvoir dire « effectivement, il n'a pas assez de discernement ». Mais ça, c'est lorsque l'enfant demandera à être entendu. Et à l'inverse, vous avez le cas où c'est le parent qui demande que l'enfant soit entendu. Et là, les critères sont différents et le juge peut refuser cette audition, quand bien même l'enfant aurait un discernement, selon les circonstances. Et il faut voir qu'en pratique, c'est vrai que lorsque l'enfant le demande, les juges entendent, alors qu'effectivement, lorsque ce sont les parents qui en font la demande, c'est quand même beaucoup plus rare en pratique. Donc, une fois qu'on est dans cette situation où le JAF a décidé d'entendre l'enfant, évidemment, la question, c'est de savoir dans quelle mesure on va donner un poids donc, à cette audition. Et ce qui était intéressant aussi dans la question pratique de l'audition, c'était de voir justement donc, à partir de quel âge en général on entend l'enfant et à partir de quel âge cette voix est prise en compte. Donc il y a une étude statistique qui a été faite auprès de plusieurs JAF assez nombreux en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, avant 10 ans, les enfants ne sont pas entendus, ou relativement rarement, dans moins de 10% des dossiers, 10-15%, qu'après 12 ans, les enfants sont quasiment systématiquement entendus, ou en tout cas de façon majoritaire, et que la zone un petit peu floue, c'est vraiment entre 10 à 12 ans. L'autre point qui était assez intéressant quand on a le retour des JAF sur cette expérience, c'est qu'on voit qu'en général, l'audition des enfants se situe après la procédure, enfin après qu'il y ait eu les arguments sur la procédure et non pas avant. Et l'idée ici, c'est pour les JAF d'éviter l'instrumentalisation des enfants. C'est-à-dire que souvent, si on sait que l'enfant va être entendu et qu'ensuite il y aura le débat devant le juge, on aura beaucoup plus tendance en tant que parent à dire à l'enfant, il faut que tu dises ci, il faut que tu dises ça. Alors que finalement, quand c'est après, le juge aura juste accès à cette audition de l'enfant, mais il n'y aura plus à nouveau un débat par les parties. L'autre point que je trouvais assez intéressant, c'était que lorsqu'on est dans des cas de fratrie, il peut arriver que des enfants qui soient relativement jeunes soient entendus, alors même qu'ils n'ont pas le seuil normal de discernement, c'est-à-dire des enfants qui ont par exemple simplement 6 ou 7 ans. Donc des enfants qui normalement ne seraient pas entendus, se trouvent entendus par le juge lorsqu'ils ont des frères et sœurs plus âgés. Et ça, je trouvais que ça, c'était un point assez intéressant des JAF, de dire, lorsqu'on a des enfants qui sont plus jeunes, on veut les entendre. Parce que s'ils ont leurs frères et sœurs qui sont entendus, on ne veut pas qu'ils se sentent exclus de la prise de décision. Et donc, psychologiquement, c'est important que des enfants, même plus jeunes, soient aussi entendus. Et ça, je trouvais que c'était quand même assez intéressant comme retour de la part des JAF. Et la dernière chose, donc, c'est le poids accordé à cette audition. Et là, ce qu'on voit à travers les décisions, c'est assez décevant quelque part, c'est qu'on ne peut absolument pas systématiser les solutions. C'est-à-dire qu'en fait, la voix de l'enfant et le poids de son audition va être extrêmement variable, va vraiment prendre en compte les circonstances du dossier et aussi la subjectivité du juge qui va entendre l'enfant. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de décisions très variées,
où on voit finalement qu'on ne peut pas sortir une règle directrice et que tout dépend des circonstances. La seule chose peut-être à retenir, c'est que lorsque le juge décide de ne pas prendre en compte cette audition de l'enfant, il est quand même face à un dilemme assez important, puisque finalement le JAF va devoir imposer à un enfant une décision qui va contre ce qu'il a exprimé. Parce qu'il faut quand même voir que du coup des JAF peuvent se retrouver à décider que évidemment un enfant va rester chez un parent plutôt qu'un autre, alors que l'enfant aura exprimé exactement le sentiment inverse. Donc c'est quand même un dilemme qui est assez difficile, je trouve, pour un juge à trancher. Et pourquoi le juge va prendre cette... Parce qu'il va ressortir souvent des circonstances de l'espèce, que finalement la voix de l'enfant, parce que peut-être il y aura eu justement instrumentalisation ou d'autres circonstances, le juge va considérer finalement que la voix de l'enfant en elle-même n'est pas suffisante. Alors, ça, c'est vrai, et là je parle d'abord des enlèvements internes, mais c'est ce qu'on retrouve encore plus dans les dossiers de déplacements internationaux. C'est-à-dire que dans les dossiers de déplacements internationaux, très souvent, le phénomène d'aliénation parentale est encore plus fort que dans les dossiers de déplacement de droit interne. Et qui dit aliénation dit instrumentalisation de l'enfant, qui fait que finalement, les JAF vont prendre avec beaucoup de précaution cette voix de l'enfant. Alors peut-être à tort, mais en tout cas, c'est ce que nous, on constate en tant que praticiens. Donc justement, ça me fait une transition parce que du coup, j'avais d'abord parlé, j'aurais peut-être dû le préciser, de cette problématique de l'audition dans les cas d'enlèvement interne, pour voir ensuite cette problématique d'audition dans un contexte international. Donc là, tous les textes internationaux, et je vais revenir dessus très rapidement, ça a été rappelé ce matin, tous les textes internationaux nous disent « l'enfant doit être entendu ». Ça, c'est un petit peu l'objectif universel qu'on retrouve dans tous les textes. Sauf que tous ces textes nous disent bien que cet objectif d'audition, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Et qu'il appartient finalement au juge, au cas par cas, de voir si, compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant, il faut finalement auditionner cet enfant. Et ce qui est intéressant, et on a touché là-dessus, alors normalement c'est des drapeaux, mais on ne les voit pas très bien. Donc vous avez la France, le drapeau anglais et le drapeau allemand. Et finalement, ce qu'on a vu ce matin avec l'exemple de l'Allemagne, c'est que ce concept d'audition est interprété de façon très 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 différente selon chaque État. En France, on va se retrouver avec une position qui est celle que je viens de décrire, c'est-à-dire très variable. Qu'en Angleterre, on va par exemple, j'ai pris le cas de l'Angleterre, avoir une position plus intermédiaire, où parfois on va entendre ou pas selon les circonstances. Et en Allemagne, et ça a été très bien expliqué ce matin par la magistrate de liaison, l'enfant est systématiquement auditionné à partir du moment où il a 3 ou 4 ans, et son avis sera en tout cas, peut-être pas nécessairement pris en compte, mais sera en tout cas clairement dans la procédure. Parce que la conception allemande de l'audition de l'enfant, c'est que l'enfant n'est pas simplement l'objet de la procédure, l'enfant est véritablement le sujet de la procédure. Ce qui n'est pas du tout la conception que nous, on a en France. Alors là encore, c'est pareil, en matière de déplacements internationaux, on retrouve cette même prise en compte extrêmement variable selon les pays. Donc j'ai essayé de vous donner une sorte de panorama selon les pays, où on voit que, encore une fois, la prise en compte va être très, très différente, avec une tendance en Allemagne à entendre systématiquement l'enfant, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la voix de l'enfant sera nécessairement prise en compte comme élément décisif, c'est-à-dire que même si l'enfant va s'exprimer sur les circonstances dans lesquelles il vit, sur sa préférence à vivre avec un parent plutôt qu'un autre, cela va éclairer le magistrat sur les circonstances. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le juge pourra motiver sa décision en disant simplement « je vais ordonner que l'enfant reste avec tel parent » parce qu'il a dit juste qu'il voulait rester avec tel parent. Pareil en Belgique et en Autriche, le simple fait de préférer tel pays ne suffit pas à ce qu'on refuse le retour de l'enfant. En France, je reviens sur ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit panorama, j'essaye de faire rapidement, sur cette audition de l'enfant. Donc l'idée, dans un premier temps, c'était donc de vous présenter cette problématique de l'audition de l'enfant dans les procédures d'enlèvement et ensuite de voir comment est-ce que cette audition de l'enfant est prise dans les procédures d'exécution.
Donc d'un point de vue juridique, je vous rappelle, mais ça a déjà été vu ce matin, que le règlement Bruxelles II bis nous dit qu'une décision rendue en matière de retour ne pourra être exécutoire que si l'enfant a été entendu. Mais comme, encore une fois, les textes européens ne prévoient qu'une possibilité d'être entendu, ce qu'il faut pour qu'une décision puisse être reconnue dans les autres États, c'est que les magistrats justifient les raisons pour lesquelles un enfant n'a pas eu à être entendu. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas pour un juge de juste dire « il y a un enfant de tel âge et je ne l'ai pas entendu ». Les magistrats et les juges des États membres, ça c'est très important, pour être certains que leur décision soit reconnue dans toute l'Union européenne, doivent vraiment prendre le temps. Et j'insiste là-dessus parce que nous, on voit en pratique que derrière les motivations qu'on a dans les décisions sont vraiment des motivations complètement récurrentes qui sont reprises d'une décision sur l'autre. Et on voit que les magistrats ne prennent pas la peine de motiver les raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas entendus. Donc de vraiment dire, dans ce dossier, et pas se fonder simplement sur l'âge de l'enfant, dans ce dossier, pour telle raison, je considère qu'il n'est pas approprié que l'enfant soit entendu. Et le risque, sinon, c'est évidemment qu'il y ait un problème au niveau de l'exécution de la décision. Oui, j'accélère. Donc, l'autre point juridique à retenir, c'est qu'il y a une décision assez importante de la Cour de justice de l'Union européenne qui rappelle que sur cette audition de l'enfant, c'est à l'État qui rend la décision et non pas à l'État d'exécution de décider si cette audition est nécessaire. Donc l'État qui va recevoir une demande d'exécution ne peut pas se faire juge de cette demande et considérer qu'il n'a pas à exécuter parce que l'enfant n'a pas été entendu. Ça, c'est très important, c'est un principe fondamental pour assurer une circulation des décisions au sein de l'Union européenne. Donc, dernier point, à supposer donc qu'une décision puisse être exécutée et que cette condition d'audition ait été finalement respectée, que l'enfant ait été entendu ou non, mais qu'au moins le magistrat ait motivé les raisons pour lesquelles l'enfant n'ait pas été entendu. Comment se passe l'exécution forcée et quel est le rôle de l'enfant dans l'exécution forcée ? Alors en France, aujourd'hui, nous pouvons avoir la coopération de la force publique pour cette exécution forcée. Ça a été rappelé ce matin. Depuis 2010, le procureur de la République peut procéder à une exécution forcée des décisions lorsque cette exécution n'est pas volontaire. Là, on touche à un point qui, en pratique, est assez important, qui est comment faire exécuter ces décisions de retour sans traumatiser les enfants. Et ça, vous, dans votre cas, vous avez eu la chance que votre père accepte de revenir finalement volontairement. Et nous, ce qu'on voit souvent dans les dossiers, c'est qu'on a ces décisions de retour, on a le procureur de la République qui ordonne le retour de l'enfant, et en pratique, mais comment on fait ? Alors, on a des cas assez simples, où finalement, soit le parent accepte de ramener volontairement l'enfant, évidemment c'est le cas idéal, soit où on arrive à ce que l'enfant puisse être intercepté, par exemple à la sortie de l'école, avec une coopération de l'école, ce qui permet de faire une transition un petit peu plus, on va dire, pédagogique pour l'enfant. Après, on a des cas, et j'ai eu personnellement à assister à 2 cas comme ceux-là, où on a dû, de force, à 6h du matin, avec des policiers, forcer les serrures, et donc vraiment prendre les enfants de force au réveil à 6h du matin, alors que ça faisait 3-4 mois qu'ils étaient avec leur mère, qu'ils n'avaient aucun contact avec leur père, que parfois c'était des enfants de 3-4 ans qui ne parlaient pas la langue du père, et où on se retrouve avec des enfants véritablement, honnêtement, je pense, traumatisés, ce qu'il faut le dire, qui, à 6h du matin, se trouvent pris de force par 15 policiers qui viennent et qui les prennent de force à 3 ans pour finalement se retrouver avec un parent qui ne parle pas leur langue, avec qui ils n'ont pas eu de contact parce que les procédures sont longues parfois pendant plusieurs années, et où on sent bien, et on est démunis par rapport à ça, que même les forces de l'ordre, même si elles acceptent de coopérer et de prêter leur concours à l'exécution de la décision, on sent bien que même eux se disent mais finalement tout ce qu'on est en train de faire c'est profondément injuste et ça ne va pas dans l'intérêt des enfants. Et moi en tant qu'avocat, je me suis retrouvée à rassurer les policiers et à leur dire non mais ne vous inquiétez pas, ce sont des bons pères, ils vont bien s'occuper de ces enfants, c'est la bonne décision. Mais c'est vrai que oui, c'est la bonne décision pour le parent qui se retrouve victime. Est-ce que c'est la bonne décision pour l'enfant lui-même ?
c'est sûr que c'est difficile à juger. Donc ça, là-dessus, je Ils pense... continuent à voir le parent qui les a enlevés? Selon là, j'ai un dossier qui s'est passé comme ça justement aux États-Unis cet été, où la mère, parce qu'elle avait enlevé l'enfant, et aux États-Unis, ils rigolent pas avec les procédures d'enlèvement, a été entièrement privée de ses droits pour le moment sur les enfants, depuis cet été. Donc pour l'instant, la mère n'a pas revu ses 2 filles, elles ont 5 et 6 ans. Non, mais ça, c'est débile comme décision. Non, mais c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec. Non, mais c'est malheureusement, voilà. Donc tout ça pour dire que là-dessus, je pense que tout le débat et tout le sens de ma présentation, c'était un peu finalement de revenir sur cette audition de l'enfant, mais de vous montrer que quand on arrive à la fin du parcours, qu'on a le retour de l'enfant, qu'on a eu l'audition de l'enfant, finalement qu'on arrive à faire exécuter la décision, et ben on se rend compte que là où la voix de l'enfant devrait peut-être être le plus entendue, c'est-à-dire au moment de l'exécution, c'est là où elle l'est le moins. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai manque de coopération du côté procureur de la République et également du côté des policiers pour agir en coopération avec des psychologues peut-être ou avec d'autres tiers pour justement, je pense, faciliter cette phase de retour des enfants. Oui, puis il y a aussi une question de bon sens. Un enfant qui a vécu plusieurs mois ou plusieurs années avec un seul parent, qui a perdu le lien avec l'autre, couper le lien avec le parent avec qui il a vécu comme ça brutalement, c'est débile, franchement. Et je suis 100% d'accord avec vous, mais malheureusement, dans les dossiers, c'est la situation à laquelle nous, on se trouve confrontés. Et oui, on n'a pas nous en tout cas en tant qu'avocat, on n'a pas d'alternative par rapport à ça. Voilà, Duralex, Cedlex. Non, mais c'est vrai, il y a certainement... À la fois, pour faire justice, on passe par des injustices. Voilà. Non, mais c'est tout à fait juste. Alors, je suis désolé parce que la discussion est passionnante. Il nous reste 15 minutes pour 3 intervenants et un échange. Non, c'est une faute générale, tout à fait. On peut applaudir. Merci en tous les cas pour votre. Merci Delphine. Merci beaucoup.